Bonsoir, merci de laisser l'émission à travers prendre place sur votre écran. Vous savez, dans cette émission, nous recevons des personnalités venant d'horizons divers. Et cet après-midi, notre invitée est Rose Michelle Smith. Elle est docteure en chimie. Plus précisément, elle a un doctorat en chimie de l'environnement. Bonsoir, Madame Smith, et bienvenue sur le plateau de l'émission à travers. Bonsoir, Madame Michel. Et Madame Smith, c'est vrai, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des chimistes. Nous pouvons dire, suite à cette émission, nous espérions que les réactions du public seront chimiquement positives. Donc c'est pour détendre l'atmosphère. Oui. Dites-nous, et nous allons un peu voyager ensemble dans le temps de votre enfance. Comment l'avez-vous vécu? Juste avant, si vous me permettez, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie M. Saint-Éloi de m'avoir mis en relation avec vous. Je tiens à remercier le PDG de la Radio-Télé Pacifique. C'est grâce à lui on a cette station qui dessert le grand public haïtien. Et je profite pour saluer mes collègues à l'ISTEA et aussi ma famille. Alors, comment j'ai vécu mon enfance? J'ai eu une enfance normale, comme pas mal d'autres jeunes haïtiens. Disons que je suis, pour parler un peu de moi, Rose Michelle Smith, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et j'ai 32 ans et je suis l'enfant unique de ma mère. Ah, wow! Ouais. Mais j'ai quand même 2 demi-sœurs et un demi-frère. Donc voilà. J'ai fait ma maternelle, de maternelle au certificat d'études primaires. C'est à l'école chrétienne de Nazon. J'ai vécu une bonne partie de mon enfance à Crissois. Et ensuite, ma mère a construit vers Juvena, sur la route de Canapé-Vert. Sinon, après mon certificat d'études primaires, j'ai fait de 6e à la terminale. C'est au collège d'enseignement classique, on dit plus CEC, si Donc voilà. Et après, je voulais être prof. On va dire que pour le choix de mon métier, c'était pas facile. Dans le sens, quand j'étais en terminale et je demandais des conseils à des professeurs. Alors, le prof de maths, je dois dire que je me débrouillais dans toutes les matières. Moi, j'aime pas trop parler de moi. En fait, j'étais toujours parmi les premiers de la classe, depuis maternelle jusqu'à l'université, quoi. Donc, alors, le prof de maths me dit, je te vois comme ingénieur. Le prof de chimie, je te vois bien comme docteur. Et tout le monde voulait tout, sauf professeur. Et moi, je voulais être prof. Donc, Et pourquoi? Dans la société en général, il y a des métiers que les gens privilégient pour les personnes qu'ils appellent, entre guillemets, douées. Donc, médecin, agronome, avocat, des métiers comme ça. Alors que, je veux dire, n'importe quel métier, on a besoin d'un professeur. Oui, c'est vrai. Mais le métier d'enseignement, c'est pas le premier choix. C'est pas valorisé, c'est pas le premier choix des gens non plus. Donc, je me rappelle, j'ai fait le tour des profs et il y avait un seul prof. C'était mon prof de biologie. En l'occurrence, M. Dorzena, je ne sais pas son nom de famille. Et il m'avait dit, ce que je pourrais te conseiller. Moi, je suis normalien, j'ai aimé l'enseignement, je l'ai fait. Je ne suis pas riche, mais je gagne très bien ma vie. Mais regarde, fais ce que tu aimes. Parce que si tu fais un métier que tu n'aimes pas, tu vas être malheureuse toute ta vie. Et comme tu as un passé qui veut dire, comment j'ai évolué de 6e à la terminale à l'école, donc, j'avais toujours de bonnes notes. Il dit, si tu restes comme tu es, tu vas à l'école normale, supérieure, tu as la possibilité d'avoir des bourses, parce que généralement, on donne des bourses aux 3 premiers. Donc, arrive à intégrer l'école normale, et puis après, l'avenir fera son suivi. Et je pense que, après quelques années, c'est comme si son message, c'était genre un prophète, quoi. C'était comme une prophétie. Et... OK, j'ai fini, j'ai fait le préfac. Et là, comment votre mère a reçu le message, une fille brillante qui dit qu'elle va se lancer dans l'enseignement? On va certainement parler de cette discipline, la chimie, un peu plus après dans l'émission. Mais comment elle a pris ça? Ma mère n'a pas eu d'objection. Ah. Ma mère n'a pas eu d'objection. Elle m'avait dit, c'est toi qui choisis. Moi, je vais mourir bientôt. Oh. Donc, elle n'a pas eu d'objection. Donc, je faisais toujours part de mes objectifs, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et elle a dit, OK, pas de souci. Il n'y a pas de souci.
Je dois dire que ma mère, je veux dire, je venais pas des parents trop philosophes. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Je veux dire, plein de personnes qui réussissent dans la société, leur mère était, enfin, leurs parents étaient genre des commerçants. Moi, ma mère était, comme on dit en créole, marchande de pâté. Donc voilà. Donc ma mère, voilà, elle était genre commerçante. Elle touchait un peu à tout. Et ce qu'elle me disait toujours en termes de valeurs, il faut se respecter. Il faut être honnête et loyal. Et aussi, elle m'a toujours dit que j'ai pas de grands biens à te laisser, des bœufs, des terres et tout. Tout ce que je peux te donner, c'est de l'éducation. Ouais. Je te mets dans des écoles parmi les mieux classées d'Haïti et tout. Donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent, l'unique chose qui peut ouvrir des portes, c'est l'éducation, c'est l'intelligence. Et c'est ce qui a été fait. Donc, voilà. Et là, vous avez choisi l'école normale supérieure, c'est bien ça? Oui. Et vous avez choisi sciences naturelles? Oui, c'est sciences naturelles, chimie, parce que là-bas, c'est les deux ensemble. Et puis, à la fin, on doit choisir soit biologie et pourquoi ce choix? Je dois vous dire que, en fait, ce que je voulais faire comme métier, c'était génie électromécanique. Ah. Mais la société dit que, voilà, c'est des métiers d'hommes. On ne voit pas quelqu'un, dire une femme avec des outils et tout. Donc, j'aimais la physique. J'aimais beaucoup la physique. Et quand j'ai été à l'école, je voulais être prof de n'importe quelle matière. Je veux dire, j'aimais tout, j'aimais les chiffres et tout. Mais quand j'arrivais à l'école normale supérieure, j'étais passée pendant que j'étais en préfac. Et je regardais, j'ai questionné, j'ai pris un peu le pouls du terrain. Et j'ai rencontré des étudiants et ils m'ont dit que à l'école normale supérieure, mathématiques, physique, à l'entrée, on est 30. Mais pour passer de préparatoire en première année, on va être 3-4. Wow. Et quand j'ai regardé la liste en chimie, ils étaient au moins une dizaine. J'ai dit, bon, je vais peut-être passer par là. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi la chimie. Mais je n'ai pas eu de regret. Ah oui, on va certainement parler un peu plus de ce parcours. Et je crois que vous avez fait un master, c'est bien ça? Et pour continuer avec ce parcours académique, vous avez eu en premier lieu un master en biomolécules, catalyse environnement. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Expliquez-nous. Et par la suite, comment ça a été? En fait, avant même d'arriver au master, c'est qu'à l'école normale en sciences naturelles chimie, c'est 4 ans. Donc, j'ai fait 3 ans. Il me manquait une année pour finir. Et c'est là, en 2010, on a eu le tremblement de terre. Et il y avait des profs, en l'occurrence, c'était M. Régis Defort, qui était le chef de notre département. Il était mort dans cette catastrophe-là. Donc, il y avait beaucoup de profs. On avait une carence en ressources humaines. Et l'école, dans sa politique, comme on avait déjà l'habitude de donner des bourses, donc on a fait des démarches, le doyen a fait des démarches et on a envoyé plusieurs étudiants se former ailleurs, mais dans le but de venir renforcer. Donc, on était genre 11 à aller en France, une quinzaine en Pologne et puis toute une classe en Guadeloupe. C'était plutôt mathématiques, physique. Donc, on a obtenu un bus. Mais quand j'étais allée en France, c'était en dernière année de licence. Donc là-bas, il fallait que je choisisse soit la biologie et la chimie. C'est là que j'ai choisi de finir ma licence en chimie fondamentale et appliquée. Après la licence, on avait coupé la bourse parce que comme je finissais un cycle, normalement, on donne la bourse pour un cycle. Donc pour traverser le master, c'était une autre bourse. Donc on avait coupé la bourse. Et comme moi, mon objectif final, c'est être enseignant-chercheur, et pour ce faire, il faut avoir au moins une thèse. Donc, j'ai choisi d'aller travailler à côté de mes études. Donc, je ne suis pas rentrée pendant les vacances, je cherchais du boulot. Donc, j'ai cherché des boulots. Enfin, je veux dire, en vivant en France... Ça veut dire pour continuer avec l'étude, c'est bien ça? Oui, pour continuer. Enfin, je veux dire, il y avait un montant qu'il fallait avoir sur son compte si on n'est pas boursier. À l'époque, c'était 4 300 €. Maintenant, ça change, c'est un peu plus. Donc, il fallait que je finance. Bon, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer des euros. Donc, il y a plein d'étudiants qui travaillaient à côté pour financer leurs études. Donc, à ce moment-là, je cherchais des boulots un peu partout. Quand on est étudiant là-bas, on peut faire femme de chambre, on peut être serveuse. Il n'y a pas de complexe. C'est pourquoi j'aimerais que
je veux dire, des fois, je vois des gens, ils ont juste la terminale et ils se disent, je ne veux pas faire ça comme boulot. Je pense qu'une expérience à l'étranger, ça pourrait les aider Oui, justement, à calmer leur ego. Oui, à diminuer un peu l'ego. Vous verrez que dans le grand monde, c'est pas comme ça. Mais j'ai postulé dans plein de boulots. J'ai pas été prise parce que j'ai pas d'expérience. Parce qu'on regarde les CV, c'est toujours, on demande 5 ans, 6 ans. On se dit, ouais, je suis en train de postuler pour femme de chambre, on me prend pas. Donc voilà. Mais j'étais admise dans un foyer de vie où je travaillais comme, on appelle ça surveilleur de nuit. C'était un foyer de vie où il y avait des personnes à déficience mentale. Donc, je travaillais comme surveillante de nuit. Donc, je travaillais de 22h à 7h du matin et j'avais cours de 8 à 18h avec une pause midi 14h. Donc, je vous laisse imaginer combien d'heures de sommeil par jour. Bon, certes, on avait, c'est pas tous les jours, mais il nous arrivait à avoir au max 4 jours affilés. Donc, c'était le max qu'on pouvait avoir par semaine. Donc, 4 jours au max. Des fois, il y a des semaines, 2 jours. C'était un roulement, en fait. Des semaines, 2 jours, 3 jours, etc. Donc, j'ai travaillé. Ça payait bien. Donc, j'ai pu gagner ma vie. À cette époque, je sais que tous mes autres camarades, ils s'inquiétaient pour moi parce qu'ils se disent, avec un rythme pareil, on ne va pas pouvoir réussir. Justement. Mais je vais dire... Surménage, tout et tout. Oui, il y avait ça. Mais au boulot, dès qu'on arrive, on a fait les tours. Après, on est tranquille. Moi, je pouvais bosser mes cours pendant la nuit. Donc, je travaillais. Je me suis dit, bon, j'ai pas le droit à l'échec. Tu as faire la gestion du temps? Oui. J'ai dit, j'ai pas le droit à l'échec. C'est genre quelqu'un qui est en mission. Donc, on est obligé de revenir au pays avec des résultats quand même. Mais j'ai travaillé fort. Et alors, dans mon master, il y avait biomolécules, catalyse, environnement. Donc, chacun, c'était une spécialité. Et moi, c'était la spécialité environnement. Donc, pour toute la classe, j'étais 6e. Mais pour mon parcours, j'étais major, malgré ce rythme de travail. Et c'est grâce à ça, j'ai fait une demande de bourse qu'à l'époque, c'était Mme Ségolène Royal qui était responsable de la région Poitou-Charentes. Et elle m'a octroyé une bourse régionale pour pouvoir poursuivre un master 2. Wow. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant dans la mesure où vous avez dit que vous avez pu gérer le temps afin de poursuivre avec votre étude. Donc, pour gérer les deux, le boulot à la fois qui prend trop de temps, déjà, il faut vraiment avoir du courage, de la détermination. Beaucoup de détermination. Un objectif vraiment qu'on veut atteindre à tout prix. C'est bien ça. Ouais, donc, arrivé, bon, vous avez parlé vraiment de ce master et maintenant pour votre thèse, comment ça a été? Ça, c'est encore une autre histoire. En fait, j'ai choisi le parcours environnement, ça c'est Master 1, et en Master 2, ça s'appelle qualité et traitement des eaux. Alors, selon la petite histoire, en qualité de traitement des eaux, la façon dont on évalue les étudiants, surtout à Poitiers, dans cette filière-là, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident de réussir parce que c'est pas des examens où on vient, on pose des questions. C'est avec documents permis. Donc, quand on dit examen avec documents permis, ça a tout dit. Donc, on peut avoir tous les documents et ça ne sert à rien. Donc, on vous donne une publication et on vous pose une question, il faut rendre 3 pages. Et des fois, on peut faire l'examen, on n'a pas le temps. C'était ça. Et puis, il y avait tirage au sort autour. C'était compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui échouent dès la première. On va réussir en deuxième session. Mais en première session, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent. Et s'ils réussissent, ils ne réussissent pas avec des grosses moyennes, ce qui pose problème pour la thèse. Parce qu'en France, la grande tendance, c'est que pour avoir une thèse, il faut avoir au moins 12 sur 20 de moyenne. C'est le dossier. Et moi, j'ai été major pour les étudiants de master avec 10 de moyenne. Donc, quand on présente un dossier avec 10 de moyenne, ça n'augmente pas les chances d'être. Et là, tout le monde me disait, ça ne va pas être possible de faire la thèse. Je dis, il faut tenter. Si je tente rien, je dis, mais je veux faire la thèse parce que moi, mon objectif final, c'est être enseignant-chercheur. Bon, après, il n'y a pas que les notes, il y a les lettres de recommandation, il y a le CV et tout. Dans le CV, on doit mettre tous les matériels qu'on sait manipuler. Et il y avait tout ça. Je sais qu'il y a des gens, il y avait des universités qui m'ont appelé pour des entrevues. C'est comme un boulot, en fait. Il y a l'offre, il y a le profil du candidat recherché, et puis si on voit que ça colle avec son profil, on postule. Donc, j'ai postulé, j'ai été appelée pour plusieurs. Je sais que je passais les entretiens. Après, quand on arrive chez soi, on trouve la réponse est négative. Moi, quand je trouve une réponse négative, je ne m'assois pas là-dessus. J'appelle pour savoir pourquoi c'est négatif. Et je me rappelle, il y a une prof qui m'a dit, c'est l'unique personne qui a appelé pour savoir pourquoi. J'ai dit oui, parce que moi, je veux m'améliorer. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on m'a posé plein de questions. J'ai répondu. On m'a même fait parler anglais parce qu'on voulait tester le niveau d'anglais. Parce que je dois vous dire que dans le monde scientifique, l'anglais, c'est notre langue. Donc, c'est la langue universelle.
Donc, il m'a dit, pour l'interview, c'était nickel. Le dossier est nickel. L'unique chose, c'est les notes. Parce que comme on a déposé un projet et l'école doctorale va financer le meilleur projet avec le dossier de candidat, donc on peut pas, on risque de perdre le projet si on met un dossier où la note est très faible. Mais, alors, ce qu'on vous demande, il faudra, par exemple, c'est au moment de parler avec nous, on sait que vous avez été boursier. Ça, vous pouvez le mettre dans votre CV parce que ça donne du poids. On ne donne pas des bourses à n'importe qui. Donc, il faut inscrire. Donc, là, elle m'a donné des astuces. Mais si je n'avais pas appelé, je ne saurais pas. Donc, j'ai refait mon CV, j'ai modifié, etc. Et j'ai postulé. Donc, lorsqu'il y a l'échec, on ne doit pas juste se morfondre, mais on doit analyser pour voir peut-être les forces, les faiblesses et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est bien ça. Moi, je n'ai pas peur de l'échec. L'échec, on en a plein. Et bon, il y a plein de situations dans la vie. Ça dépend de comment on reçoit. Comment on... Justement. Oui, c'est quoi la conception? Oui, avec quel regard on Oui, quel regard, voilà, merci pour le mot. En fait, et quand j'échoue, pour moi, c'est un pas vers la réussite. Donc, je m'apitoie pour dire, ouais, vous savez, c'est un coup dur d'avoir la réponse négative. Mais après, qu'est-ce que je fais pour remonter la pente? C'est ça. Et je pense que pour tout mon parcours, il y avait tellement de défis. Je veux dire, quelqu'un qui sort d'Haïti, qui doit percer en France, c'est pas évident. Et puis, si on entend tout ce que les gens disent, que tu vas jamais réussir, etc. Bref, on va jamais y arriver. Et moi, à chaque fois qu'on me disait qu'il y avait un défi, je préfère qu'on me dise que je peux pas faire telle chose. Au moins, si on me dit que je vais le faire, bon, tout le monde aime bien les flatteries. Mais quand on me dit que je ne peux pas le faire, donc je me donne les moyens pour le faire. Ça me booste. Oui. Donc, quelqu'un pense qu'on veut me démotiver, donc vous êtes en train de me booster. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai postulé, et puis j'ai passé un premier entretien, un deuxième. Et puis, tout ça, c'est des sélections en fonction du nombre de candidats. Et puis, j'ai passé ce qu'on appelle une audition. Pour la thèse, on doit présenter en 10 minutes son parcours, son projet professionnel, pourquoi vous et non quelqu'un d'autre. Il y a plein de profs qui posent des questions, ils se mettent en valeur, on vous pose des questions en anglais, bref, tout ça. Et puis j'ai été prise pour la thèse. Wow. Donc, je crois qu'on va bien sûr terminer avec cette histoire passionnante et ce parcours assez passionnant de vous. Et ce qui... comment je peux dire ça? Ce qui attire mon attention, c'est que si peut-être par rapport à ces difficultés, vous vous êtes dit peut-être, je vais laisser tomber, je vais retourner en Haïti. Donc là, si vous n'avez pas eu la détermination, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne serez pas docteur en chimie. Non, donc c'est ce qui est vraiment important par rapport avec cette histoire que vous nous racontez. Mais disons, en commençant avec votre thèse, comment ça a été? Je crois que les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Et par rapport à la suite, comment ça a été? La suite pour avoir la thèse? Oui. Parce que là, je viens de parler pour dire comment j'ai fait pour être candidat, voilà. Ben, la thèse, ça s'est bien déroulé au début, on va dire les 2 premières années jusqu'à la 3e. Sauf que j'étais tombée malade au moment où j'ai fini toutes les manips. J'étais à 75% de rédaction de ma thèse. Et j'étais malade, hospitalisée 3 fois pendant un mois, dis-je. C'était pas évident et j'ai personne en France, je suis toute seule. C'est ce que j'allais vous demander. Je suis toute seule, j'étais genre étudiante. Non, j'avais pas de famille, j'avais personne et... Donc, j'étais malade. Toute seule? Oui, dans les chambres étudiantes. Oui, c'est comme ça. J'étais seule. Oui, j'étais seule. Et ça s'empirait. Non, en fait, on m'avait diagnostiqué d'une maladie qui s'appelle encore comme ça. C'est spondylarthrite ankylosante. Alors, c'est une forme de rhumatisme qui, à long terme, va vous rendre handicapé. Sauf que, entre le moment où on me l'a annoncé et au moment où j'ai perdu ma mobilité, ça se passait 2 mois. Parce que normalement, ça prend beaucoup de temps, ça évolue, on a des traitements de fond et tout. Donc, j'arrivais... Comment ça s'explique? Comment ça se fait? C'était une... Bon, on ne sait pas. Même les médecins, ils n'arrivaient pas à expliquer ça. Donc, je veux dire, je passais à 2 cannes rapidement en sortant de l'hôpital. Après, je ne pouvais pas marcher, j'avais une crampe à chaque fois. Dès que la crampe me prend, il faut appeler les pompiers. Bon, là-bas, l'urgence, c'est les pompiers. Et puis, ils me prennent... transportée à l'hôpital 15 jours, 8 jours après. Bon, c'était comme ça. Et comme j'étais toute seule, c'était pas évident. Donc, j'ai dû envoyer un mail pour dire que voilà, je vais rentrer chez moi. Moi, je pensais que ça allait s'améliorer. Parce que quand on dit rhumatisme en Haïti, on appelle plus ça genre Freddy. Oui, donc, comme il fait froid là-bas, je me suis dit, bon, en arrivant en Haïti,
ça allait s'améliorer. Ben, arrivé en Haïti, ben, dans l'espace d'une semaine, c'est des gens qui devraient me soulever, même pour les besoins. Enfin, c'était compliqué. Ça allait super vite, une vitesse exponentielle. Donc, voilà. Donc, j'ai dû faire ce qu'on appelle une demande de césure, ce qu'on appelle en Haïti, j'enferme mes dossiers. J'ai arrêté la thèse. Bon, c'était en 2016. En 2016, j'ai fait toute l'année 2016 comme ça, 2017. Un an après, ben, j'ai dû ouvrir mon dossier parce que je voulais continuer. Mais ma santé ne s'est pas améliorée. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ça ne s'est pas amélioré. Et rédiger en Haïti où l'Internet est super lent. Ça fait défaut. Ça fait défaut. Pas d'électricité. Ah, oui. Ça n'a pas arrangé les choses. Et à chaque fois que je dois écrire une phrase, je dois lire au moins 10 publics. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, j'ai été aux États-Unis faire 5 mois. C'est là où j'avais toutes les infrastructures, Internet, l'électricité. On va continuer avec cette étape. Donc, on prend notre pause. On revient dans quelques fragments de secondes. Merci de rester des nôtres pour la deuxième partie de l'émission À travers. Nous recevons Rose Michelle Smith. Elle est docteure en chimie. Et vous qui avez peut-être raté la première partie de l'émission, vous pouvez regarder l'intégralité sur YouTube. Et vous pouvez juste taper l'émission À travers sur Télévision Pacifique. Et ce serait très facile de trouver l'émission parce que là, durant la première partie, ça a été vraiment une histoire passionnante que Madame Smith nous racontait par rapport à son parcours pour avoir son doctorat. Elle s'est battue, elle a été malade, donc on va continuer avec ce parcours aussi passionnant, un parcours de combattante. Et là, vous étiez en train de nous dire, à la fin de la première partie, que vous étiez malade. Malgré tout, vous vouliez à tout prix rédiger votre thèse. Oui, bien sûr, c'est bien ça. En fait, j'étais la seule à croire que j'allais avoir ma thèse parce que, je veux dire, quand les gens étaient venus me voir, pour eux, c'est que c'était tellement grave. Oui, c'est comme si j'allais mourir, c'était oui. fini. Et même ceux qui pensent vous donner des messages de réconfort, genre, ça ira mieux, je crois que ça... On regarde dans le regard de la personne, soit que la personne a envie de pleurer ou... Et là, c'est moi qui battais un peu dans le dos, vous que ça ira. C'est juste passager, mais ça ira. Et donc, je voulais reprendre la thèse parce que je me suis dit, c'est tellement difficile de faire une thèse. Surtout déjà, la plus grosse partie, c'est les manips. Je les ai fait, je veux dire, les expériences au laboratoire. Ensuite, j'ai rédigé 3 quarts. Donc, il me restait très peu pour finir. Donc, je me suis dit, bon, OK, supposons que je continue de vivre. Je n'aurai pas trop de remords pour dire que je n'ai pas fini ma thèse. Je me suis dit, bon, je vais faire. Mais il y a même des gens, je sais qu'une fois pour que les gens puissent me laisser tranquille, genre, mais vu comme tu es malade, là, tu es en train de rédiger une thèse, qu'est-ce que tu fais avec un ordi? Ça va altérer ta santé. Je me suis dit, écoute, OK, comme on pense que je vais mourir, OK, donnez-moi la... Laisse-moi faire ça. Non, je laisse faire. J'ai dit, on pense que je vais mourir, mais pas de souci. De toute façon, personne n'est éternel. On va faire semblant que je vais mourir, mais moi, dans le cercueil, j'aurai la satisfaction. On ne va pas dire ancien étudiant en thèse, on va dire Dr Smith, feu Dr Smith. Comme ça, on m'a laissé tranquille. Donc, j'ai rédigé ma thèse et j'avais toujours beaucoup de douleurs. Et l'unique médicament qui pourrait diminuer ou du moins atténuer, qui n'était pas sans effet secondaire non plus, c'était le tramadol. Et le tramadol, je veux dire, ceux qui sont dans le domaine médical savent quel type de médicament. On dit que c'est niveau palier 2. Donc, paracétamol, tout ce que là, ça faisait rien. Donc, voilà. Et j'ai rédigé ma thèse. Et puis, mon professeur, au moment de soutenir, il m'a dit que je devais venir en France, à condition que je trouve une salle visioconférence en Haïti et un professeur de mon domaine pour être président de jury. Impossible de trouver quelqu'un. Donc, je n'avais pas le choix de voyager. Donc, on m'a payé mon billet, tout était programmé. J'ai dû voyager seule en France pour une semaine. Et quand j'ai voyagé, j'avais le déambulateur, ce qu'on appelle plus souvent un walker. Donc, j'étais toute seule. Mais j'ai soutenu ma thèse. Bon, les membres de jury, ils étaient surpris de voir parce qu'on savait que j'étais malade, mais on ne m'a jamais vu. Je veux dire, mon directeur, il savait que je marchais encore. Quand je rentrais en Haïti, j'avais les 2 cannes. Et là, je viens avec un déambulateur. Ça veut dire mon cas s'est empiré. Donc,
Je suis venue, j'ai soutenu ma thèse, on m'a posé des questions. En plus, j'avais quelqu'un qui était allemande, elle ne parlait pas bien français, donc j'avais droit à des questions en anglais, donc j'ai dû répondre. Et ça s'est bien passé et j'étais fière de moi-même. Donc j'ai eu ma thèse et entre-temps que j'allais... Vous avez travaillé, laissez-moi peut-être rappeler aux téléspectateurs, je crois que c'était sur le transfert des polluants émergents issus du secteur de la santé, entre les compartiments sédiments sol, eau, en présence de cuivre, effet cocktail. Bon, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner des mots très simples comme ça, vous allez comprendre. Alors, quand on disait des polluants émergents issus du secteur de la santé, déjà, les polluants émergents, ce sont toutes les substances ou des produits qui ne sont pas encore réglementés. Donc, on a très peu d'informations là-dessus et qui posent des problèmes pour l'environnement. Donc, il y en a plein. Hein. Il y en a nos matériaux, les perturbateurs endocriniens et les produits pharmaceutiques. Alors, quand on dit issus du secteur de la santé, moi, c'était plutôt sur les produits pharmaceutiques. Alors, un peu ma thèse, pour être, je veux dire, de manière imagée, je veux dire concrètement que je veux dire, on n'a pas besoin de faire une thèse pour le comprendre. Genre, vous prenez un médicament, par exemple, vous avez mal à la tête, vous prenez 100 mg de paracétamol. Mais maintenant, les 100 mg que vous absorbez, votre corps ne va pas prendre le tout. Il y a une partie qui va utiliser pour les effets et tout, mais il y a une autre partie qui peut être plus faible. Ça dépend, ça varie d'un médicament. Le pourcentage d'absorption, ça varie d'un médicament à un autre. Mais il y a une partie qui va être libérée dans l'urine et dans les fesses. Alors, dans les pays développés où on recycle, je veux dire, on recycle les eaux usées, donc les eaux qui reviennent des toilettes, domestiques, entreprises et autres. Donc, ces eaux-là, on va les passer dans ce qu'on appelle une station d'épuration. Et ils vont subir des traitements. Alors, les médicaments, le souci avec eux, c'est que les processus de traitement des eaux usées, ce n'est pas fait pour éliminer complètement ces polluants sous forme de traces. Donc, il y a toujours une partie qui reste, qui va être rejetée dans l'environnement. Alors, ils peuvent avoir deux comportements. Par exemple, si vous prenez de l'eau, vous prenez du café, là, vous mettez dans... Vous prenez une boue, de l'eau bouillée. De l'eau, vous mettez de la boue là-dedans, vous laissez décanter. Vous allez voir, il y a une boue qui est en dessous et puis il y a une partie qui est claire. Donc, c'est pareil, dans les stations d'épuration, il y a des boues et puis il y a une partie qui est liquide. Donc, il y en a des médicaments qui vont suivre, qui vont être hydrophiles, qui vont suivre l'eau. Ces médicaments-là vont se trouver dans les effluents de stations d'épuration qui vont être rejetés dans les rivières. Et ceux qui ont plus d'affinité avec la boue, qui vont s'absorber sur les boues, on va les retrouver. Alors, comme ces boues sont riches en azote et phosphore, on les utilise après traitement pour amender le sol, donc pour que ce soit plus fertile. Ah oui. Voilà. Okay. Donc, dans les deux cas, on a des médicaments qui vont se retrouver dans la rivière et on a d'autres qui vont se retrouver dans les sols. Et dans les deux cas, ça pose problème. Ceux qui se trouvent dans l'eau vont poser des problèmes pour tout ce qui est, par exemple, les espèces aquatiques. Oui, certainement. On parle de féminisation des espèces, des poissons et tout. Et ceux qui sont dans les sols peuvent poser problème pour la faune terrestre. Donc, on voit par exemple ces antibiotiques qui font la modification des feuilles. Donc, vous aviez eu une espèce et on voyait qu'il y a certaines modifications. Donc, dans les deux cas. Donc, dans ma thèse, on regardait quand c'est dans le sol, comment ça se comporte, ces médicaments. Et également, quand c'est dans l'eau, je regardais dans les sédiments de rivière, je regardais c'est quoi leur comportement. Et j'avais une partie écotox aussi, enfin écotoxicité dans ma thèse, où je regardais leurs impacts sur ces espèces. Donc, j'avais pris 3 espèces les plus courantes et j'ai regardé. En gros, c'était ça ma thèse. Ah, ouais, c'était pas si difficile. Oui, j'ai su trouver les mots pour nous expliquer de manière simple. Mais surtout dans cette deuxième partie, Dr Smith, nous allons un petit peu aborder les questions techniques. Comme vous venez tout juste de le faire, et ça montre votre capacité d'enseigner, de faire comprendre. Oui. Donc, lorsqu'on dit chimie environnement et chimie verte, est-ce qu'on fait référence à la même chose? Oui, a priori, oui. A priori, oui. En fait, chimie de l'environnement, on essaie de regarder des substances dans l'environnement. On peut regarder genre la pollution de l'eau, les impacts de toutes les substances qu'on peut avoir sur l'eau, sur l'air et aussi dans le sol. On regarde ça. Et dans la chimie de l'environnement aussi, on fait des préventions. Et par exemple, on peut dire qu'il faut ne pas émettre telle quantité de gaz. Ça va poser de problèmes. Et on peut voir je fais garde de tout ça, tous les problèmes de changement climatique, justement, etc., l'émission des gaz. Et les entreprises, on essaye d'avoir des normes pour qu'ils puissent purifier au moins diminuer le taux de rejet. Il y a les taxes pollueurs, il y a tout ça.
Donc, je pense que... En gros, peut-être... C'est d'avoir, je veux dire, la chimie verte, ça permet d'être le moins polluant possible. Le moins polluant possible. Et avoir des comportements éco-responsables. Diminuer au maximum ce qu'on appelle l'empreinte chromatique, donc le pourcentage de CO2 qu'on émet dans la OK, on comprend ça. Donc, dites-nous, là, en gros, vous êtes en train de parler de peut-être des impacts, peut-être négatifs. Est-ce qu'on peut parler des impacts négatifs de la chimie sur l'environnement? Bien sûr. Alors, il y a des gens, quand on dit qu'on est chimiste, leur premier réflexe, c'est genre, on fait des bombes. Oui, la chimie OK, on sait que, voilà, c'est une partie. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, on ne peut pas vivre sans la chimie. On a besoin des savons toilettes, non, pour se faire belle. On a besoin, parce que là, je mets du défrisant, c'est de la chimie appliquée à la cosmétologie. Et ça, là, il y a la chimie des matériaux. Et je veux dire, pour peindre le bâtiment, c'est de la chimie aussi. Donc, la chimie intervient dans beaucoup de choses. Et ce n'est pas sans impact non plus. Par exemple, même pour les peintures, je viens de prendre des exemples, les entreprises qui font de la peinture, ils rejettent des métaux lourds. Le rôle de la chimie verte, c'est de leur dire que voilà, voici comment vous devez, je ne sais pas, à la fin de votre cycle, parce qu'il y a un cycle dans l'entreprise, comment vous faites pour diminuer votre rejet, comment vous traitez vos rejets de ne pas être rejetés dans l'environnement. Par exemple, quand on prend le cas des produits pharmaceutiques, dans les pays développés, on a 5 plaquettes de tétracycline, enfin de chlortétracycline, on ne veut plus les utiliser. On ne va pas les jeter comme ça à la poubelle, on les ramène à la pharmacie et on va les incinérer. Donc, il y a des traitements derrière. Donc, dans les pays développés, ils sont quand même avancés, contrairement aux autres pays qui sont peut-être en voie de développement. Mais si on applique vraiment, on diminuera grandement nos impacts négatifs sur l'environnement. Les entreprises aussi qui rejettent des gaz, la quantité de CO2, de CH4, tout ça, c'est polluant. C'est la chimie, oui, c'est nocif pour nous. Ce n'est pas sans impact pour les hommes, quand je dis hommes, avec grand H, les animaux, et aussi pour les végétaux. Ce sont des organismes vivants également. Et là, vous étiez en train de nous expliquer peut-être le rôle de la chimie dans la vie quotidienne. Ça, c'est passionnant. Et peut-être, on t'a dit tout à l'heure, c'est bon, chimie, je pense que on peut dire chimie par ici, c'est seulement sous tableau, s'arrêter. Donc, on peut dire, entre guillemets, c'est peut-être rare, l'école en Haïti qui ont un laboratoire, et on peut dire que Timounio est capable de peut-être faire des expériences. Oui, c'est une vérité. Dans pile l'école, yo fait chimie, ça fait grand pile petit monde qui gagne du mal avec la science parce que pas vraiment ouais application ou bien je pas comprendre. Justement. Mais le problème est posé à plusieurs niveaux. Est-ce que le professeur qui a enseigné là, il maîtrise le concept tout? Bon, là, on passe de approche par objectif qu'on a une approche par compétence. On va essayer de faire comme si fait élève la développer imagination, comprendre. Même pense que l'étape plus intéressante, si l'on fait dit ou mettez de l'eau avec tel autre produit ou tel bagage, s'il te voit avec Jules, il a prêté dans la tête et la envie expérimenter, la prend goût à la science. Pas trop loin, il y a c'est week-end là, nous avons participé à une activité Expo Science dans Saint-Louis Gonzague. Et moi et des petits monde allant de NS1 à NS4 qui a proposé des bagages qui est très intéressant, des robots qui fait des composites avec des polystyrènes boîte en boîte avec cajou, ils fait des bagages comme si des isolants thermiques. C'est intéressant tout ça. Donc je pense que si nous mettons dans nos environnements scientifiques et il y a comprendre ça que la science là, il y a bien goût pour science là. Et c'est dans le même cadre ça. J'ai toujours pensé que si le monde en Haïti alors pas intéressé à la science et que nous-mêmes Haïtiens nous devons ouais est-ce que c'est vrai? L'année dernière dans la pandémie on a lancé les mini olympiades. OK? Et il y a à peu près 500 participants et nous te voit que vraiment tu as soif. C'est que soif là il là. Maintenant c'est accompagnement qui a peut-être beaucoup arrivé. Pour pas dire pas du tout. Donc je pense que année ça encore là nous te ouais gens que Tim nous était vraiment intéressé à la science année encore nous lancer une autre olympiade et qui permet Tim NS3 NS4 yo tester connaissances en mathématiques, physique, chimie et puis biologie et des informatiques. Donc en cinq disciplines ça, et puis il y a des prix pour ça. Donc si on veut qu'à toujours le souci tester il faut coup d'œil. Et alors, il était prévu à faire le 5 avril, mais nous reportons pour
augmenter la quantité de participants. Nous portons au 9 mai. Au 9 mai prochain. Donc, vous dites par rapport à, disons, le public a bien réagi, vous dites? Oui, ils étaient très intéressés et il y a qui participé l'année passée qui parmi les 10 premiers qui étaient toujours dit, parce que dans l'S3, ils ont dit que l'année prochaine, comme ça, en S4, il y a une participation, comme ceux qui étaient comment examen, concours là. Et là, nous sommes allés dans l'Olympiade, dans l'Expo Science là, et nous t'ai présenté à l'Olympiade là tout, nous voyons que le chiffre gens qui inscrits ont augmenté parce qu'ils ont intéressé vraiment. Ça, c'est bien. On a pu retourner avec les questions un peu techniques. Des fois, nous entendons qu'on a dit produit chimique égal produit cancérigène. Des fois, on dit ça et par rapport, on pense surtout dans ça concerne les consommations. Et on dit, et ces jours-ci, nous consommons trop de bagages qui ont des produits chimiques, etc., et que ça a favorisé des maladies. Bon, peut-être un médecin était oui, ça, même pas son chimiste, et peut-être bonne quelques lumières par rapport à ça. En fait, alors, parce qu'il y a un produit, tout produit chimique pas cancérigène. Tout produit chimique. Parce qu'en fait, produit chimique pas cancérigène. Non, tout produit chimique pas cancérigène. Il y a qui est l'hygiène et sécurité. Côté que vous parlez, comme si l'on parle dans le laboratoire, peut-être c'est de l'eau. On va manipuler chaque produit qu'on peut le toucher, ou faire une petite recherche sur lui pour qui précaution pour prendre, on va manipuler qui dangerosité et dans qui classe liée. Alors, dans sa cancérigène, souvent, on met une classe qui est des CMR, donc cancérigène, mutagène ou hypotoxique. Donc, il y a des symboles pour chaque. Il y a qui a un signe nocif, il y a une tête de mort, donc ça veut dire que il pose problème. Des fois, on a besoin de chaque produit, c'est leur faire recherche sur lui, ou connaît qui j'en le cabagay. Il y a un tout qui pose problème pour poser, il tombe sous peau, sous acide nitrique, le vide de saumon, c'est ce que le cas coupelle. Donc, mais tout ça, on connaît avant même qu'on le manipuler. Donc, dans ça, on a mangé ou dit, alors, généralement, lorsqu'on on bagaille à manger, je veux dire, on produit pour manger, et on mettre des additifs pour le conserver. Donc, ça, n'est pas sans effet. Bon, après, moi, par contre, tout ça, parce que je ne fais pas de chimie agroalimentaire, je ne fais pas boire des exemples, mais c'est dans ça, ajouter pour le Québec longtemps, qui compte poser des problèmes. Okay. Mais ce n'est pas dès qu'on met de la chimie là, dans quelque chose. Oui, mais plus on a mangé bio, c'est oui, mais voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Mais manger bio en plein 21e siècle. C'est possible, c'est possible. Ça coûte cher. Cher. Quand on va dans le rayon où c'est bio, on prend un produit, même là encore, ça pose problème parce que ça, c'est une autre politique. Bon, des fois, il y a des choses, on dit que c'est bio et ce n'est pas forcément bio. Mais je veux dire, quand on prend le même produit, on prend ce qui a le label bio et un autre où c'est n'importe quoi. Celui qui est bio, des fois, ça coûte 2 fois plus cher que... Voilà. C'est un choix de vie. Il y a des gens qui choisissent de le faire. Bon, c'est bien pour leur santé. Mais, voilà. Mais il faut, comme vous dites, avoir les moyens de le faire. On va avancer avec, surtout par rapport avec le domaine ouan. Et au moment que, je crois, vous avez un doctorat en 2018, si je me souviens 2018. Bien. Donc, par rapport à domaine ouan, et qui a avancé, peut-être, on peut dire, qu'il y a vraiment en Haïti par rapport à ce domaine? Est-ce que vous avez invité des gens qui voulaient, des jeunes, et surtout qui voulaient pour en chimie, pour venir docteur en chimie, pourquoi pas? Tant cours, est-ce que qui conseille ou t'as dans ce sens? En fait, au contraire, t'as un pile collègue chimiste, tu veux dire, mode de docteur qui est en Haïti, il y a toujours quelqu'un qui échappé, mais non pas en pile. Moi, je connais qui fait chimie des matériaux, qui est à l'école normale. Et après, je veux dire, chimie de l'environnement, c'est transversal. On peut basculer d'une discipline à l'autre. Je sais qu'à Kiské, il y a le professeur Evans Emmanuel qui fait pas mal de choses dans l'environnement, avec sa collègue Ketty Balthazar, docteur Ketty Balthazar. Donc, il y a des avancées, mais niveau environnemental. Mais pour chimie de l'environnement, je sais pas. Moi, je sais que j'ai un étudiant qui doit soutenir bientôt, qui a travaillé sur l'impact des rejets d'eau usée venant des industries dans le trou du Nord. C'est ce que moi-même je fais. Mais après, on sait qu'on ne peut pas... La vitesse à laquelle ça va dans les autres pays développés,
C'est pas la même en Haïti parce qu'il faut un laboratoire bien équipé. Moi, j'ai fait beaucoup de chimie analytique et les équipements, ça coûte très cher. Donc, Haïti, on est en train de monter notre propre laboratoire. Ça va prendre du temps, mais on essaie de faire un peu, je veux dire, d'augmenter graduellement. Peut-être il y a des gens qui sont en train de voir que vous parlez d'ISTEA, mais qui ne savent pas. Oui, qui savent pas. Alors, ISTEA, c'est une initiative du Grand Monde. Alors, GRAN, c'est un groupe de réflexion pour une Haïti nouvelle. Ça a pris naissance en 2010, juste après le tremblement de terre. Donc, ils ont pas mal de projets, parmi lesquels il y avait ISTEA qu'on avait mis, parce que ce qu'on voulait faire au niveau du GRAN en Haïti, c'est investir beaucoup dans tout ce qui est éducation. On sait que pour qu'un pays puisse se développer, on passe obligatoirement par l'éducation. Oui, on dit toujours, on peut avoir, je sais pas, des hommes, mais pas des ressources humaines. Donc, c'est l'éducation qui nous donne les ressources humaines. On a besoin des ressources humaines. Et on ne voulait pas non plus que ce soit des gens de l'extérieur qui développent le pays, mais plutôt des gens. Je veux dire, Haïti va se développer avec nous. Oui, donc, voilà. Et bon, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps que d'autres projets, mais on y croit fermement. C'est de pouvoir doter le pays de beaucoup de scientifiques. Alors, l'avantage qu'on a à ISTEA, c'est qu'on a un bassin de professeurs en tout, allez, on va dire à peu près 120. Ils sont tous docteurs. Ils ne sont pas tous en Haïti. On a une bonne partie à l'étranger, un peu partout dans le monde. Tous, c'est des profs qui ont déjà eu de carrière. La majorité sont des bénévoles, sont à la retraite. Donc, ils travaillent. Et puis, on a nous, par exemple moi, qui suis en Haïti. Il y a d'autres collègues aussi qui sont en Haïti, mais on est tous docteurs. Et pour offrir une formation de qualité, OK, et comme on est dans plusieurs villes, au Cap-Haïtien, Port-au-Prince, Saint-Marc et Caille, et quoi d'autre, Saint-Marc, j'ai dit Saint-Marc déjà, Hinche. Donc, pendant que vous êtes dans vos activités professionnelles, vous êtes avec votre famille, vous pouvez faire votre thèse, votre doctorat, votre master. Et cette année, on a ajouté la licence. Donc, en ayant une formation de qualité reconnue à l'extérieur également. C'est ça, enfin, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Donc, quand je dis ISTEA, c'est là où je travaille. Ah, ok, c'est bien ça. Donc, on était en train de parler de si quelqu'un veut suivre et, disons, votre parcours, bon, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Foncez-y. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir le professeur qui m'a conseillé de suivre mon objectif. Je l'ai fait. Bon, je ne suis pas encore arrivée. Je veux dire, j'ai pas mal d'autres rêves. Je suis au début de ma carrière. Je viens d'avoir ma thèse, donc je ne suis pas encore un grand professeur comme je l'aurais souhaité, mais ça va venir. J'y crois fermement. Donc, si je pourrais avoir d'autres collègues, je vais dire, comme on dit en créole, mais en pile, chai palou. Donc, on pourrait monter des projets ensemble, faire des collaborations. Donc, ça irait plus vite. Je veux dire, ce que je ferais dans 10 ans, je le ferais peut-être en 7 ans ou 5 ans. Oui, certainement. Et peut-être par rapport à toute difficulté, nous avons parlé dans le début de l'émission, donc ce ne serait pas facile. Donc, il faut qu'on dise ça avec cadre-là. Et peut-être en faisant ce choix, on a dit, c'est un peu trop utopique. Mais si on regarde votre parcours, on peut dire que c'est faisable. On peut y arriver. C'est faisable. En fait, il y a une citation de Will Smith que j'aime beaucoup. Je crois que j'avais mis ça dans mon autobiographie aussi. Alors, pour traduire en créole, il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas d'arriver, ils disent qu'ils n'ont pas de faire le tout. Leur rêve, pour protéger et pour suivre et puis pour finir. Donc, ou gon bagay ou envie faire, alors, bonne chose, ou envie faire, ou quoi là-dedans, et puis, ou bailler tous les moyens pour arriver. Donc, c'est pas ça que on dit quand on c'est pour licence pas de faire, et puis on dit que licence pas fi pas, même ça qu'on dit fi pas faire la science. C'est un peu ça que cher, on pas dit ça, cher UNESCO Femmes Sciences pour le développement que moi, c'est titulé à lire. Donc, on toujours dit que fille c'est genre OK, alors sans discrimination pour des métiers, tous les métiers sont on fait ce qu'on aime. Donc, c'est ou être dans caille, faire couture, faire des métiers, voilà. Mais pour les sciences exactes, tout ce qui est science... Nous ne pas dévaloriser ça. Non, nous, bien sûr, nous ne pas dévaloriser, nous ne pas préjudice par rapport à tel métier. L'essentiel, nous fait ça, mais on a toujours fait couture, et puis vous venez tourner habiller des top modèles. Oui, certainement. Donc, je ne pas qu'il y ait une discrimination, ce n'est pas le but. Mais les gens ont toujours dit comme si fille... Même j'ai dit que je ne peux pas faire généto-mécanique. Vous comprenez?
bon, dépend de stéréotype là, bien que je fais sciences quand même tu as toujours fini ingénieur en mécanique aujourd'hui. Bon, pas regret, mais chimiste, jusqu'à présent, ça va. Donc, on fait qu'à faire n'importe métier. Et selon l'étude que neurologue a fait, cerveau fille et cerveau garçon, je ne dis pas à part de partie sexe là qui dit que voilà, ça c'est fille, ça c'est garçon, mais en termes de matière grise, nous avons fait bagaille. Et moi content là moi comme c'est par exemple un pile fait sous baccalauréat etc. Donc ça montre que nous avons fait toute bagaille. Donc l'idée c'est intéresser plus monde faire la science, fille ou garçon dépendamment de sexe li, et plus gen monde qui a fait ou lançou et puis ou ba tête les moyens. Donc mais si dès le départ dans tête ou dit que moi pas ka faire ou bloquer tête ou certainement ou bloquer tout. Nous songe l'aime canal la thérapie le thérapeute l'a dit fait tel ba me dit ouais pas capable dit ouais pas avec ta démo ça dit moi a essayer. Effectivement chaque fois me dit mais pas capable me songe le dit pour me dire moi OK moi a essayer bon jodi a me faire un seul de faire deux et ben là je marche. Donc vraiment un parcours de combattante et on peut dire il n'y a que des molécules de joie sur ce plateau. Merci. Donc moi quoi tout et téléspectateurs et téléspectatrices t'es vraiment apprécié, bon je le crois. Et comme je l'avais dit... On verra avec le nombre de vues. Oui, on verra. On verra, mais vraiment merci. Merci Madame Smith d'avoir été avec nous sur le plateau de l'émission À Travers. Je crois que votre histoire est très, très inspirante. D'accord, merci Madame Michel et encore une fois merci pour l'invitation. Et si vous me permettez, je souhaiterais remercier la maquilleuse, j'ai oublié le nom. Regina et ainsi que les caméramans, c'est Gracia et Johnson. Oui, Gracia, Johnson. Et tous les autres techniciens qui travaillent dans l'ombre. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Oui, et justement. Voilà. Donc, merci vraiment. Et merci à vous. Et pas oublier toute parole ça. C'est pas parce qu'on ne pas trivé faire qu'il ne faut pas qu'à faire. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et dans tout ça, on fait toujours dit que... Et ça qui est belle là-dedans, c'est que le signe Smith tout, donc Will Smith. Ah oui, certainement. Donc, toujours Kembe, rêve-vous, Jean, Dr. Smith dit, protégez-le. Et toujours dit, on va essayer, mais c'est pas qu'on n'est pas capable. Et en essayant, et certainement, on va connaître tout ça, on est capable de faire d'extraordinaire, de génial. Donc, merci vraiment à vous d'avoir pris le temps de regarder cette émission. Merci encore. Et Dr. Smith d'avoir été avec nous. Et nous vous invitons à rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.